Sylvain Durin, qui est donc le tout jeune directeur de la maison d'édition du Verbe Haut et que vous avez entendu pour les plus habitués de l'émission de cette émission, du livre journal de la plus grande France que je dirige. Vous avez entendu Sylvain Durin pour son travail sur le matriarcat. Voilà. Mais là, il ne vient pas pour présenter son ouvrage, travailler, voilà, mais pour présenter ses auteurs, ses petits protégés et son nouveau bébé qui est la maison d'édition du Verbe Haut, ses deux nouveaux bébés et sa maison d'édition. Donc Sylvain, je suis très heureuse que vous nous rejoigniez. Pour quelle raison vous avez choisi d'éditer donc Fiston et Antoine Bonnet? Si j'ai bien compris, on risque de le revoir sur vos étagères pour d'autres ouvrages. Qu'est-ce qui vous a plu dans le... Déjà, merci Anne-Laure de le mettre en avant de la sorte, parce que c'est un auteur qui mérite d'être lu, tout simplement. Quand nous, on a reçu son ouvrage, on a notre petit comité de lecture qui l'a lu. Et d'abord, on s'est marré, parce que c'est super drôle. Et il faut savoir aussi prendre les choses d'une manière un peu transversale, décalée pour aussi respirer. Et puis c'est assez profond en même temps. Et puis moi, ça correspond à mon travail sur la figure du père, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'Antoine avait réussi dans son roman. Ne donnez pas la fin. Ne donnez pas la fin, s'il vous plaît. Non, bien entendu. On s'est appliqué pendant 30 minutes. Non, mais il a réussi dans son roman à montrer une certaine mort de la figure paternelle dans la société. Moi, je travaille ça dans mes films et dans mes livres de manière théorique. Et là, je trouve qu'il l'a très bien montré de manière romanesque. Donc ça nous a intéressés très rapidement. Quoi. Très bien, très bien. Antoine Bonnet, je vais vous juste rappeler, donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez vous procurer le livre d'Antoine Bonnet sur le site des éditions du Verbe Haut, www.édition au pluriel du Verbe OHAUT.fr. Je vous invite vraiment à vous le procurer et à le passer à vos jeunes, parce qu'effectivement, moi, j'ai un côté un peu plus cérébral, mais je l'ai présenté de manière un peu théorique, mais en plus, c'est un livre qui est drôle, c'est-à-dire qu'il a ce côté gaulois, cette façon de parler et de voir le réel qui est drôle. Donc, c'est un livre drôle, insolent, qui conviendra vraiment à vos adolescents. Voilà. Surtout que vos ados sont pas après sur les gros mots, donc ils peuvent en lire quelques-uns. Ils n'apprendront pas de nouveaux gros mots, hein, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en lisant les... Voilà. Pour ceux qui sont sensibles. Antoine Bonnet, je vais vous libérer. Je vous remercie vraiment de nous avoir accordé ce temps-là. Et, merci à vous. Vous êtes le bienvenu, évidemment, à la radio pour les prochains bébés qui sortiront l'année prochaine, peut-être. C'est ça? Oui, j'espère. Le prochain, je pense, dans 1 an, ça devrait le faire. D'accord, très bien. Bon, très bien, merci beaucoup. Et puis, bon courage à vous et continuez de profiter de ce beau Sud dont les gens ne comprennent pas toujours la complexité et le côté vivant, parce que quand effectivement entre les odeurs, le mélange, les batailles, le côté sanguin, le sud est très vivant. Voilà, notre sud est très vivant. Merci beaucoup Antoine Bonnet pour ce travail. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors Sylvain Durin, merci de m'accorder vous aussi un peu de temps. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ce travail que vous faites de dépistage des jeunes auteurs. Et donc, je voulais vous entendre, effectivement, pour que vous puissiez présenter. Donc, les éditions du Verbe Haut, vous les avez lancées il y a 1 an déjà, quand même, je crois. Elles ont 1 an, pile poil. Elles ont été montées en mai-juin de l'année dernière. D'accord. Donc ça, votre premier... c'est peut-être votre deuxième gros bébé. Alors, le premier, c'était le mien. C'était Ce sang qui nous lie. Et là, c'est le premier roman qu'on édite, en fait. On en reçoit beaucoup, mais on fait des choix. On a une petite maison d'édition, donc on doit faire des choix assez drastiques. Et celui-là nous a vraiment énormément plu, donc on l'a édité dès qu'on a pu, on l'a fait. D'accord. Donc là, mais c'est très intéressant. Donc ça veut dire que vous recevez beaucoup de manuscrits. On peut recommander à nos jeunes et nos moins jeunes auteurs de vous envoyer des romans
Vous éditez quoi? Des romans, des ouvrages un peu techniques? Qu'est-ce qui vous intéresse? Romans, essais, même ce qui est théorique, ça nous intéresse aussi. Dans notre ligne éditoriale, c'est-à-dire le verbe haut, c'est à comprendre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avoir le verbe haut, comme l'a Antoine Bonnet, son personnage Charles Prochin dans son livre. Mais c'est aussi porter son verbe vers le ciel, c'est-à-dire avoir quand même un côté transcendant et ne pas seulement rester dans le terre-à-terre, quoi. Un questionnement sur le transcendant, et vous, c'est pas un grave secret, mais il y a quand même le questionnement de la foi chrétienne derrière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. On n'est pas fermé évidemment aux auteurs d'autres religions. Quand les choses sont bien faites et que c'est cohérent, il y a pas de souci. La question de l'invisible. Oui, vous avez raison c'est la question de l'invisible. Voilà. Qu'elle soit un peu traitée. Qu'elle puisse être abordée, au moins qu'il y ait une ouverture. Alors, effectivement, dans cet esprit-là, en lisant Fiston, à la fermeture du livre, effectivement, on déclenche une réflexion plus d'ordre spirituel. Voilà. Donc, totalement, vous avez bien choisi votre livre. Et donc, vous avez choisi de rééditer le livre intitulé « L'esprit familial dans la maison, dans la cité et dans l'État » de Monseigneur Henri de Lassus. Oui. Je dois avouer aux auditeurs que pour toute une série de raisons, je n'ai pas pu être disponible ces 2 derniers jours pour lire ce livre, donc je ne l'ai pas lu. Ce que je peux dire aux auditeurs, et vous le présenterez, et on en reparlera lors d'autres émissions, c'est que évidemment, rien que le titre, je sais que ça a fait écho à votre propre travail, puisque exactement. Dans votre ouvrage, vous essayez de travailler sur le matriarcat et de décomposer l'analyse d'un système, du cœur du système d'une société, en voyant comment sont conçues la famille, que je me trompe pas, c'était la famille au niveau politique, donc le niveau politique, et quelle est la religion. C'est ça, c'est ce que j'appelle les 3 systèmes primordiaux, voilà, qui permettent de définir si on est en matriarcat ou en patriarcat. En patriarcat. Donc ça, c'est dans mon livre, Ce sang qui nous lie. Que les auditeurs peuvent commander sur votre site du Verbe Haut. Vous ouvrez une librairie avant qu'on rentre dans le sujet propre de ce livre. Vous avez eu le courage de vous lancer dans l'édition. Et puis, vous ouvrez en partenariat avec certains de vos amis, notamment Pierre Hillard, qui reviendra sur ce projet tout à l'heure. Vous ouvrez une librairie et c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Vous avez ouvert en fait comment on peut dire, c'est une plateforme de soutien en fait, voilà. Ce qu'on appelle le financement participatif. Voilà, un financement participatif. Vous pouvez expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient intéressés, qui souhaiteraient vous soutenir, comment ça marche? Tout à fait. Écoutez, c'était la suite logique des choses en fait, après la fondation de la maison d'édition. Et on s'est rendu compte avec mon associé Alexis, qui nous écoute et qu'on peut saluer, que dans l'Est de la France, il n'y avait pas de librairie à proprement parler, comme on peut avoir à Paris, la librairie française ou la librairie Vincent, des librairies un peu conservatrices. Et c'était un manque qu'on a dans nos provinces. Et nous, on est lorrains, donc on est à Nancy. Donc on a décidé en septembre d'ouvrir notre librairie sur l'axe vraiment librairie conservatrice. On sera pas généraliste, on sera pas non plus sectaire, mais voilà, on sera dans le grand spectre conservateur. Donc quoi qu'il arrive, la librairie ouvrira, mais on permet en fait aux gens qui sont intéressés de nous soutenir sur la plateforme Ulule. Alors ça nous permettra les gens qui nous soutiennent ont des contributions très intéressantes, ils pourront aller voir sur le site. Donc c'est ulule.fr/les deux cités, ce sera le nom de notre librairie Les Deux Cités. Je pense que les auditeurs auront compris le clin d'œil Les Deux Cités. Et donc voilà, en fonction des contributions, vous avez des livres dédicacés de Pierre Hillard, notamment le dernier, je crois qu'il est en précommande dès aujourd'hui, qui s'appelle Sionisme et mondialisme. Il y a aussi Alain Pascal qui nous soutient, donc vous pouvez avoir ses livres dédicacés. Nous avons aussi Pierre-Yves Rougeron qui nous fait l'amitié de nous soutenir. Donc vous avez beaucoup de personnalités qui sont à nos côtés.
et pour nous aider à ouvrir la librairie de manière plus sereine, on va dire, et de proposer plus d'ouvrages et de proposer plus de choses. Donc quoi qu'il arrive, la librairie ouvre, mais avec le soutien des gens, on pourra proposer vraiment beaucoup de choses et on a des conférences déjà prévues. Donc savoir que Nancy, c'est à 1h30 de Paris en fait. En TGV, c'est juste à côté, donc même les Parisiens peuvent nous soutenir et venir profiter quand on organise des événements, dédicaces, conférences, etc. Donc voilà, la librairie Les Deux Cités. Et les gens peuvent nous soutenir. Vous n'avez pas le lieu encore. On n'a pas encore tout à fait le lieu, mais ce sera aux abords, a priori, de la place Stanislas, qui est connue, je pense, même pour les auditeurs parisiens. Oui. Donc ce sera au cœur de ville de Nancy. Ah oui, ça sera super. Voilà. Super. Donc, rappelez-nous, alors, chers auditeurs, je me dois quand même de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que, pardonnez-moi Sylvain, mais il vous finance après s'être remis en règle pour la cotisation à Radio Courtoisie. Voilà. Bien évidemment. Bien évidemment, chaque chose en son ordre. Qui est réglable pour ceux qui sont encore en situation irrégulière directement sur le site de la radio et à un montant, le montant je crois est tout à fait libre. Donc rendez-vous sur le site de Radio Courtoisie. Vous avez un petit bulletin à remplir pour ceux qui sont des clandestins et qui n'ont jamais cotisé à Radio Courtoisie. Et vous pouvez régler votre cotisation en ligne et ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les archives de la radio. Et comme ça, vous aurez la conscience tranquille, et moi aussi, et je n'aurai pas la sensation de détourner et d'appauvrir la radio pour soutenir Sylvain. Maintenant, Sylvain, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs qui auront la chance de pouvoir financer à la fois Radio Courtoisie et votre travail, la méthode. Voilà. Et après, on va rentrer dans le livre. La méthode pour nous aider, tu veux dire ? Oui. En fait, c'est très simple. Soit vous nous trouvez sur les réseaux sociaux et vous suivez ce qu'on met sur les réseaux sociaux, soit vous allez sur le site Ulule. Donc c'est ULULE, Ulule.fr et / les deux cités. Et vous avez tout expliqué sur la page. Ça va de 15 € et vous êtes invité à la soirée d'inauguration. Vous avez des livres dédicacés, comme je disais, pour quelques dizaines d'euros de plus. Enfin, c'est vraiment des contributions vraiment intéressantes. Il y a même une carte de réduction à vie, je crois, je sais plus pour combien. Mais voilà, ce sera vraiment une manière de participer à notre projet, mais c'est vraiment des contributions très très intéressantes. Il y a même, on est très content de ça, il y a même Alban Guimois, qui est un dessinateur vraiment talentueux. Je pense que les auditeurs royalistes connaissent, qui, pour une certaine somme, vous enverra un dessin original, dédicacé, où évidemment le thème de ce dessin sera la librairie, quoi. Donc vous découvrirez petit à petit les choses sur cette fameuse page Ulule. Et si vous la trouvez pas, vous nous trouvez, nous, la librairie Les Deux Cités, sur Facebook, Twitter, Instagram. D'accord, donc mais pas les autres. Dans notre système de recherche, on tape librairie Les Deux Cités et on vous trouve. Exactement. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter directement. Sylvain Durin, je suis aussi sur les réseaux. Très bien. Aucun problème. Chers auditeurs, j'ai reçu 2 messages concernant Marseille. Je les lis en vitesse parce que je vous le dois, mais on a quitté notre auteur marseillais. Demandez à votre invité s'il a été sensible à la gentillesse des Marseillais, un peu comme les Napolitains, quand on est du moins dans des quartiers pas trop gangrénés par les trafics. Une ville pauvre, mais une lumière splendide, un paysage digne de la Grèce quand on prend la mer, et une vie associative très intense, et des contrastes étonnants, comme un ancien couvent, celui du Levat à la Belle de Mai, où un ordre très strict de moniales vivait reclus dans plusieurs hectares avant qu'elle ne parte en Vendée, il y a 3 ans, remplacé par un atelier d'artistes Jean Frichouzade, une horreur. Écoutez, je crois que nous avons des auditeurs qui nous écoutent jusqu'à Marseille, et il y en a un autre. Alors moi, je ne connaissais pas cette affaire, mais j'ai apprécié effectivement la gentillesse des Marseillais et la beauté de la ville. J'ai trouvé que vous aviez une ville très belle, et ce qui m'a plu dans la ville de Marseille, ça n'est pas, bon, évidemment les beaux mots, mais c'est les Marseillais. Voilà, c'est vraiment la façon dont les gens vivent. Bon, effectivement, il y a une forte immigration. Alors, est-ce que vous pouvez, Sylvain Durin, nous présenter votre dernier bébé ?
le bébé, Tout la à fait. réédition du livre de Monseigneur Lassus. Oui. Et Alors là, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir rééditer un tel personnage, puisque Monseigneur de Lassus, il est très connu dans le milieu catholique. C'est un très grand théologien, c'était aussi un prêtre, bien entendu, et qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'antimaçonnisme et l'antimondialisme. C'est notamment un ouvrage qui est conseillé par Pierre Hillard et qui le cite assez régulièrement. Et on connaît surtout la conjuration antichrétienne. Et le livre que nous rééditons est passé un peu, je trouve, à la trappe. Alors que pour moi je l'avais relu au moment de l'écriture de mon livre Ce sang qui nous lie. Et c'est un livre pour moi incontournable. Et je pense que s'il est incontournable pour la jeunesse, en fait. Un peu comme le livre d'Antoine, mais pour des raisons plus théologiques et théoriques, mais qui demandent d'être pratiqué derrière. C'est-à-dire que le monde moderne essaie de nous enlever cet esprit familial qui nous lie déjà dans notre propre famille, bien entendu, mais aussi entre les individus d'une même nation. Et si on réfléchit, et c'est ce qui explique Monseigneur de Lassus, c'est que chaque civilisation commence par un système familial, commence par la famille. Et on se rend compte que chaque civilisation se meurt de cette destruction de la famille. Là, on est dans un cycle désormais où la famille est en train d'être détruite, d'être explosée. Mais avant cela, tous les autres systèmes ont été eux aussi détruits. C'est-à-dire, on a changé de religion, on nous a coupé la tête du roi, évidemment avec la figure du père, on va en reparler après, j'imagine. Et là, maintenant, on se rend compte que les personnes qui ont le plus souffert, par exemple, de la crise du psychonavirus, comme je l'appelle, c'est ceux qui sont seuls, c'est ceux qui n'ont plus de famille. C'est les femmes les femmes célibataires, les mères célibataires. Ce sont les gens qui sont isolés dans des lieux, qui ont dû quitter leur région pour aller travailler à 300 km et qui ne connaissent personne. Et ceux qui s'en sont le mieux sortis et qui ont même redécouvert les joies de s'occuper de leurs enfants, ce sont ceux qui ont la chance d'avoir une famille. Et cet esprit familial, c'est ce qui fait le dernier, le dernier terreau vivant, vital, et même de résistance face au mondialisme, en fait. Et c'est ce qui explique dans son magnifique livre, Monseigneur de Lassus. Et moi, j'ai fait une petite préface, une 20aine de pages, qui s'appelle L'éloge du patriarcat, où je remets en contexte son livre, et je l'actualise avec la situation actuelle, pour permettre à la jeunesse, mais bon, je dis la jeunesse, mais évidemment les plus âgés peuvent lire, mais c'est notre jeunesse. On va lire, nous les vieux ou Oui. Bien entendu. Mais disons que moi j'aurais rêvé pouvoir lire ce livre quand j'avais 18 ans, quoi. C'est un livre qui nous laisse, quand on ressort de ce livre, c'est ce que je dis dans ma préface, ce livre c'est une masse. C'est-à-dire, c'est une masse qui va exploser les idées modernes, et on aura beau essayer de ramasser les petites miettes, on ne pourra jamais les recoller, en fait. C'est un livre vraiment coup de poing. C'est un livre assez court aussi, qui fait 200 pages. Et dans ces 200 pages, on a vraiment tout. Qu'est-ce que l'esprit familial? Et dans dans la famille évidemment, dans la nation, dans la cité, mais aussi dans l'entreprise. Et on peut vraiment utiliser là j'ai entendu Pierre Hillard, je crois, là. Oui. On peut vraiment utiliser J'ai reconnu sa tour. Pierre. Je plaisante. Bienvenue. Tu es contaminé, Pierre. C'est ça. C'est bien me racle la gorge. Nous n'avons pas encore le droit de se retrouver dans le studio. Chers auditeurs, vous entendez Pierre Hillard, que j'ai invité ce soir pour qu'il puisse compléter le propos de Sylvain Durin, puisque que vous expliquez, on a un peu traîné, cher Sylvain, mais que vous expliquez, Pierre Hillard, votre participation à ce projet, à cette aventure, à la fois, si j'ai bien compris, de la maison d'édition et surtout de cette librairie à Nancy. Voilà. Donc, Sylvain Durin, je vais vous voler encore quelques minutes parce que je voudrais, pour que les auditeurs les plongent dans le livre, vous avez eu la gentillesse de m'en faire parvenir une copie, leur donner le début du texte de Monseigneur. Ah oui, mais c'est très important en plus, et c'est parfait. Donc, très bonne idée. Si vous m'y autorisez. Oui, bien sûr, de toute manière. Je cite vraiment le chapitre 1er qui est comment se forment les États.
si j'ai bien compris. La vérité sociale est à l'opposé de l'utopie démocratique. L'utopie démocratique, c'est l'égalité. La démocratie rêve un État social n'ayant égard qu'aux individus, à des individus socialement égaux. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à considérer ce qu'il a fait. Dieu aurait pu créer chaque homme comme il créa Adam, directement et par lui seul. Ainsi avait-il fait pour les anges. Et cependant, là même, il ne voulut point l'égalité. Il fit que chaque ange fût à lui seul une espèce distincte, répondant à une idée particulière et ces idées réalisées se graduant dans leur être comme elles l'étaient dans la pensée divine. Le genre humain, formant une espèce unique, l'égalité y aurait régné. Nous avions tous reçu directement l'existence des mains du Créateur. Dieu avait d'autres desseins. Il voulut que nous reçussions la vie des uns des autres et que par là, nous fussions constitués non dans la liberté et l'égalité sociale, mais dans la dépendance de nos parents et dans la hiérarchie qui devait naître de cette dépendance. Chers auditeurs, je vous lis l'introduction et je me dis, je pense qu'à la clôture de l'émission, je vais lire tout le livre. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment une masse, et ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte, nos auditeurs n'écoutent sans doute pas BFM, mais la famille, c'est une création divine. Et cette création divine, elle n'est pas fondée sur, moi j'appelle pas ça l'égalité, j'appelle ça l'indifférenciation. Elle est fondée justement sur la hiérarchie et sur la complémentarité. Et dans le monde dans lequel on vit, où tout est horizontalisé, c'est le message, c'est une très bonne idée d'avoir lu le premier paragraphe. C'est un des messages les plus importants de l'ouvrage. Et c'est celui qui m'a d'ailleurs intéressé tout de suite. Ne nous dites pas que c'est le message le plus important, sinon on n'a plus de raison de lire les deux. C'est l'un des messages. Ah, pardon. Il nous reste quelques minutes puisqu'on doit rendre l'antenne approximativement à 19h25. Quel autre point vous souhaitiez mettre en lumière pour les auditeurs, notamment pourquoi il faut relire ce document aujourd'hui. Alors vous voyez, on passe quand même de Monsieur Prochin et son argot à Monseigneur de la Suze, donc voilà, mais les choses sont en relation, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est tout à fait charnelle, et puis il y a la partie un peu plus profonde, invisible, que l'on peut nourrir avec la lecture de Monseigneur de la Suze. Quel autre Alors, il y aurait beaucoup. Oui, il y aurait beaucoup de points, évidemment, mais celui que je pourrais mettre en avant et qu'on apporte dans la maison d'édition, c'est la discussion sur le chapitre que Monseigneur de la Suze intitule « Les familles souches ». Comme vous savez, j'ai étudié les systèmes familiaux et je discute dans la préface peut-être la confusion qu'il y a eu entre famille souche et famille patriarcale. Et ce qui vient de l'époque, en fait, hein, ce livre sort en 1910. Et à cette époque-là, c'était beaucoup le grand auteur Frédéric Leplay qui était mis en avant pour l'explication des systèmes familiaux. Et selon moi, il y a une confusion entre famille souche et famille patriarcale. C'est-à-dire que la famille souche, c'est ce qu'on peut voir par exemple dans les pays asiatiques, au Japon ou en Allemagne, ou même dans le sud de la France, sud-ouest. C'est-à-dire que c'est des familles claniques, où effectivement la place de l'homme est très très importante, mais il est plus tel un chef de tribu que véritablement un père au sens catholique du terme. Et selon moi, la famille patriarcale est différente. Donc ça peut intéresser, je pense, les auditeurs, une petite réflexion sur les systèmes familiaux, qui retrouveront aussi dans mon livre, mais que j'ai un peu plus développé dans cette préface, parce que j'ai encore un peu plus travaillé depuis un an sur ces questions. Projet, c'est très important. Pierre Hilard, sur les quelques minutes qui vous restent en commun avec Sylvain Durin, qu'est-ce que vous me disiez hors antenne que la raison pour laquelle vous teniez à la réédition de cet ouvrage, c'est que pour vous, moi, je j'aime pas parler de destruction parce qu'on peut pas détruire la famille. Donc, elle est très blessée, mais elle existe encore. Et je trouve que ce moment surréaliste que nous vivons de confinement nous montre à quel point la famille est vivante. Mais elle est effectivement très blessée et très attaquée. Et vous mettiez ça en relation avec ce problème que vous traitez dans vos ouvrages de mondialisme et de volonté en fait de détruire. Je le résume sans doute de manière
un peu grossière par rapport à votre pensée, mais de détruire l'enracinement et l'incarnation des gens et leur inscription dans un lignage et dans leur famille enracinée sur leur terre. Voilà, je pense que c'est pas exactement fidèle à votre pensée, mais vous allez la préciser pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Disons que, effectivement, vous résumez bien. Bon, le mondialisme, c'est la volonté de détruire, entre autres, la cellule familiale. Et c'est ça bien classique, homme-femme, complémentaire. Et à partir du moment où vous détruisez la cellule familiale, eh bien, vous détruisez la nation. C'est une répercussion automatique. Et ce sont les recherches que j'ai faites concernant le mondialisme qui m'ont permis de comprendre cela en particulier. Et j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire dans la préface que j'ai faite pour l'excellent livre de Sylvain, Le sang qui nous lie, que la destruction de la cellule familiale, ça a commencé avec la Révolution française, la famille royale. La destruction de la famille en particulier, il y a un mot qu'il faut utiliser, avilir. Et je pense en particulier à l'enfant de Louis XVI, Marie-Antoinette, le petit Louis XVII, qui a été emprisonné, on lui apprenait à dire des jurons, on l'a fait boire pour lui faire dire qu'il avait couché avec sa mère. Donc, pour moi, la Révolution de 1789, c'est l'objectif de détruire la famille, et la famille royale le roi de France était le père de la nation, et à partir du moment où on a détruit cette cellule de référence, l'esprit de la Révolution a infusé façon cellule cancéreuse dans tout l'organisme français, et il donne aujourd'hui des familles complètement détruites, explosées, recomposées, et finalement la mort de la nation de France en bout de course et des nations européennes en général. Voilà. Eh bien, alors, pour faire écho à ce que vous dites, je vais reprendre le texte toujours au début du livre de Cicéron, donc repris par Monseigneur de Lassus. La famille, dit Cicéron, est le principe de la cité et en quelque façon la semence de la République. La famille se partage tout en demeurant unie, les frères, leurs enfants et les enfants de ceux-ci ne pouvant plus être contenus dans la maison paternelle, en sorte pour aller fonder comme autant de colonies des maisons nouvelles. Ils forment des alliances, des affinités et l'accroissement de la famille. Peu à peu, les maisons se multiplient, tout grandit, tout se développe et la République prend naissance. Et ça fait, effectivement, quand vous parlez de destruction de la famille, par contre, moi, quand vous parlez tous les deux des attaques portées contre la famille, Pierre Hillard de l'avilissement de la femme et ou de l'homme pour pouvoir attaquer la famille, effectivement, on voit aujourd'hui tout le discours qui est porté sur le fait de ne pas avoir d'enfants, eh bien, à partir du moment où nous n'avons pas d'enfants, où nos familles ne peuvent pas perdurer parce que les couples sont détruits, eh bien, la République ne prend pas naissance, la République s'atrophie, les clans se séparent les uns des autres et on repasse sur un repli sur soi très malsain. Voilà, très malsain, une disparition complète de cette articulation entre les différentes cellules de base de la famille. Est-ce que, et par rapport à votre ouvrage, cher Pierre Hillard, où vous traitez du mondialisme, l'avant-dernier, parce que je sais que vous en avez un autre, mais qui n'est pas spécifiquement sur la famille, est-ce que vous traitez dans votre ouvrage sur le mondialisme le cas particulier de la famille ou vous l'avez délégué à Sylvain Durin ? J'ai délégué à Sylvain, parce que c'est quand même lui qui est, compétent dans cette matière. Disons que ce qu'il traite est une grosse partie du mondialisme. Et certes, j'ai quand même évoqué en partie ce phénomène dans mon avant-dernier livre, Archives du mondialisme. Mais en fait, ce que j'essaie toujours de voir et de comprendre, c'est les origines de nos mots. C'est-à-dire que pour comprendre un fait, il faut comprendre la cause. Et l'esprit de la Révolution, c'est un esprit qui consiste à détruire l'ordre naturel. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Et ce phénomène dans lequel la France a commencé en 1789, il avait déjà commencé, quand on étudie l'histoire de France, dans des mouvements hérétiques, comme les cathares,
Vous avez déjà des familles, comment dire, explosées avec les parfaits. Et puis, il ne fallait pas se reproduire pour les parfaits. Donc, c'était la mort, tout simplement, de la race humaine. Et puis aussi, dans le cadre du mondialisme, je me suis intéressé à des ouvrages comme Utopia, de Thomas More, où vous avez les enfants qui appartiennent à tout le monde. Vous avez un monde indifférencié. Donc, on voit que les origines du mal sont profondes, mais elles restaient cantonnées, je veux dire, à la sphère de particuliers, parce que le système verrouillait, ou en tout cas empêchait la pourriture de se développer. La contamination. Alors, je suis désolée pour les auditeurs qui ont l'âme un peu sensible, mais la lutte contre les cathars était à la fois une question d'hérésie religieuse et de mise en danger de la société, puisque c'est une maladie qui a touché une partie des élites françaises de l'époque. Je sais qu'on ne disait pas la France, mais et donc vous aviez quand même une partie des cadres de la nation qui étaient en train de basculer dans une secte qui conduirait probablement à la disparition, si on poussait le raisonnement jusqu'au bout, à la disparition de ces familles, dont on avait quand même grand besoin. Et donc, c'était une question de survie.